On est le 28 février 2026 et cette date, elle pourrait bien changer la face du Moyen-Orient pour toujours. Ce jour-là, une opération militaire éclair, vraiment, frappe en plein cœur du pouvoir iranien. Et ça déclenche une crise dont on ne mesure même pas encore les conséquences. Allez, on regarde ça de plus près. Et tout part de là. Une simple notification sur un téléphone. Mais ce qu'elle dit, c'est une véritable bombe. C'est sur Truth Social, Donald Trump qui lâche, sans pincette, Khamenei, le guide suprême de l'Iran, est mort. Et là, l'onde de choc, elle est instantanée, planétaire. Et attention, ce n'est pas juste un coup de bluff. Pas du tout. Dans les heures qui suivent, la Maison-Blanche elle-même confirme. Et juste après, des sources israéliennes du renseignement en rajoutent une couche. Donc oui, l'homme qui dirigeait l'Iran d'une main de fer depuis 1989 serait bel et bien mort. Évidemment, Téhéran réagit. Mais la réponse, elle est pour le moins floue. Le ministre des Affaires étrangères sur NBC, il dit quoi? Il dit que le guide est vivant, pour autant que je sache. Pour autant que je sache. C'est le début d'une énorme guerre de l'information. Au chaos militaire s'ajoute maintenant un brouillard de communication total. Alors, pourquoi c'est si énorme? Pour vraiment comprendre l'impact, il faut se rendre compte de qui était Khamenei. Sa mort, si elle est confirmée, c'est pas juste un chef d'État qui disparaît. Non, c'est un véritable tremblement de terre. C'est les fondations même de la République islamique qui pourraient s'effondrer. Pensez-y, plus de 36 ans. 36 ans de pouvoir absolu. Toutes les décisions importantes, que ce soit militaires, politiques, diplomatiques, tout passait par son bureau. Alors sa mort soudaine, ça créerait un vide, mais un vide abyssal. C'est le scénario du pire, celui que le régime a toujours craint, sans jamais vraiment oser s'y préparer publiquement. Bon, la question c'est comment on en est arrivé là? Eh bien, derrière tout ça, il y a une opération militaire. Une opération d'une ampleur, d'une coordination jamais vue. Le but? Décapiter purement et simplement le régime iranien. C'est une attaque menée à deux, les États-Unis et Israël. Ils ont même chacun leur nom de code. Operation Epic Fury pour les Américains, Operation Roaring Lion pour les Israéliens. Deux noms, mais un seul objectif et des cibles parfaitement synchronisées. C'est une alliance offensive d'une échelle complètement inédite contre l'Iran. Et les objectifs, ils sont colossaux. On ne parle pas juste de stopper le programme nucléaire, non. Le but, c'est de démanteler tout l'appareil militaire et d'influence de l'Iran. Leurs missiles, leurs marines, leur réseau d'alliés dans la région, tout doit y passer. Mais il n'y a pas que le militaire. Si on écoute bien ce que dit Donald Trump, on comprend vite le but politique derrière tout ça, provoquer un changement de régime. En fait, l'opération n'est pas présentée comme une attaque, mais plutôt comme une sorte d'opportunité, une chance pour que le peuple iranien reprenne le contrôle de son pays. Face à ça, évidemment, Téhéran ne reste pas les bras croisés. La réponse est immédiate, foudroyante. Ce qui reste du commandement iranien lance une contre-attaque massive. Et là, en seulement quelques heures, le conflit devient régional. Tout le Moyen-Orient s'embrase. Et le chiffre, il est juste hallucinant. À peu près 220 missiles. C'est le bilan de leur première vague de représailles qu'ils ont baptisée Opération Promesse Véritable 4. C'est une pure démonstration de force. Le message est clair, même touché à la tête, le régime peut encore mordre, et mordre très fort. Et cette riposte, elle change tout. D'un coup, la carte du conflit s'élargit. Les cibles, ce n'est plus seulement Israël. Des bases américaines sont touchées, à Bahreïn, au Qatar, aux Émirats, même l'Arabie Saoudite est visée. Le conflit n'est plus local, il est devenu international en un claquement de doigts. Alors face à ce véritable déluge de feu, que disent les Américains? Le CNCCOM affirme que les boucliers antimissiles ont fait le job. D'après leur premier rapport, ils auraient intercepté des centaines de missiles et de drones. Et le plus important, aucune victime américaine. C'est un succès défensif absolument crucial pour la suite. Et bien sûr, cette confrontation, elle ne reste pas confinée au Moyen-Orient. L'onde de choc se propage partout, elle fracture complètement la scène internationale, ça ravive de vieilles alliances, de vieilles oppositions. En gros, c'est tout l'équilibre mondial qui est en train d'être redessiné. Et quand on regarde les réactions, on voit une fracture quasi parfaite. D'un côté, on a la Russie et la Chine qui crient à l'agression, qui condamnent les États-Unis et Israël. Et de l'autre, on a les pays du Golfe et la Jordanie. Alors, en privé, ils sont sans doute un peu soulagés, mais publiquement, ils condamnent avec force la riposte de l'Iran qui a quand même visé leur territoire. La réaction de Moscou, elle est particulièrement virulente. Le Kremlin parle d'une agression préméditée, ni plus ni moins. Ils se positionnent clairement comme les défenseurs de l'Iran et les grands adversaires de Washington dans cette affaire. Et pendant ce temps-là, ce qu'on appelle l'axe de la résistance se met en ordre de bataille. Le Hamas, le djihad islamique, les milices en Irak, au Yémen, tous les alliés de Téhéran sortent du bois pour condamner l'attaque et menacer de s'en prendre aux intérêts américains. Le message est clair, l'Iran n'est pas tout seul. Mais vous savez, pendant que le monde entier est en train de choisir son camp,
La vraie bombe à retardement, elle est à l'intérieur même de l'Iran. Le leadership est en plein chaos. Le pays, lui, est au bord du gouffre. Le problème numéro 1, c'est ce vide au sommet du pouvoir. Il n'y avait pas de successeur officiellement désigné. Alors, les rumeurs qui courent disent quoi? Elles disent que les gardiens de la révolution, l'armée idéologique du régime, essayent de faire un coup de force, de prendre le contrôle et d'imposer leur propre homme en passant par-dessus toutes les procédures. On imagine bien la lutte de pouvoir féroce qui doit se jouer en coulisses. Des noms circulent. Il y a Ali Larijani, un politicien plutôt pragmatique, mais il n'a pas vraiment l'aura religieuse. Et puis il y a le nom qui fait grincer des dents, Mojtaba Khamenei, le propre fils du guide. S'il était nommé, ça se ressemblerait à une sorte de monarchie, et ça c'est une idée que beaucoup, même au sein du régime, détestent. Et au milieu de tous ces jeux politiques, de cette crise mondiale, il ne faut pas oublier le coût humain. Et il est terrible. Les premiers bilans parlent déjà de plus de 200 morts et de centaines de blessés. Des civils, bien sûr, qui se retrouvent piégés entre les frappes et le chaos ambiant. La société iranienne elle-même est complètement divisée. D'un côté, on voit des images de pure panique, des autoroutes bondées de gens qui essaient de fuir les grandes villes. Mais de l'autre, malgré un Internet presque entièrement coupé, on a des témoignages de scènes de joie. Des gens qui, dans certains quartiers, célèbrent la mort du guide. Au final, cette attaque du 28 février, elle a peut-être coupé la tête du régime, mais elle a surtout ouvert une gigantesque boîte de Pandore. La question maintenant, ce n'est plus juste de savoir qui va remplacer Khamenei, c'est de savoir si l'Iran, en tant que pays, peut survivre à ça, sans sombrer dans la guerre civile ou dans une implosion totale. C'est l'avenir de toute une région qui est en jeu.